Bonjour, soyez les bienvenus sur ce plateau de KTO pour notre rendez-vous hebdomadaire face aux chrétiens, organisé, comme vous le savez, en partenariat avec la Croix, avec Radio Notre-Dame et le réseau des radios RCF. Alors nous accueillons aujourd'hui pour ce rendez-vous hebdomadaire M. Arnaud de Belenet, qui est un tout jeune sénateur, La République En Marche, sénateur de Seine-et-Marne. Il a aussi été maire d'une ville en pleine expansion, tout à côté de Disneyland, c'est Bailly-Romainvilliers, jeune maire donc, et bonjour Monsieur Arnaud de Belenet. Nous allons vous interroger sur l'actualité, et là il y a en face de vous 3 journalistes, un de la Croix, qui est Laurent de Boissieu, de Radio Notre-Dame, Louis Dauphren, et de RCF, Romain Masneau. Bonjour. Alors nous allons, comme je le disais, parler d'actualité. Vous avez été maire, vous êtes maintenant sénateur, vous êtes aussi conseiller départemental. Et comme par hasard, le président de la République, Emmanuel Macron, s'est adressé ces jours-ci aux maires, aux élus. Et il a annoncé un certain nombre de réformes dont on va parler. Et il y en a une, il a envie de changer de sa manière de décentraliser. Maintenant, ce ne sera plus une décentralisation, ce sera une déconcentration, ce qui est une toute autre philosophie. Quand on décentralisait, on donnait plus de pouvoir aux élus. Maintenant, il veut donner plus de pouvoir aux fonctionnaires de terrain, des petits chefs dans les départements et puis dans les régions. Qu'est-ce que vous en pensez, vous, élus ? D'abord, ce sont les deux mécanismes qui vont se mettre en œuvre, à la fois la décentralisation et la déconcentration. Mais les maires, les élus de terrain, sont usés, avaient besoin qu'on leur dise, après des années de prélèvements sur leur budget, depuis 2011, ce sont une dizaine de milliards qui a été prélevé, après des contraintes de toute nature, normatives, des obligations de restructuration, de modification des compétences, ces maires qui perdent leur temps en réunion pour restructurer, réorganiser, pour finalement ne pas faire changer grand-chose du fait des lois passées, MAPTAM, NOTRe et autres bizarreries, avaient besoin d'entendre que l'État leur propose un nouveau pacte de confiance qui vise à redonner des moyens, à préserver, et pour la première fois depuis 2011, les dotations de l'État aux collectivités ne vont pas diminuer, elles vont être maintenues et pérennisées. Et puis, il y a un autre grand chantier qui est celui de l'autonomie. Alors, on pourra développer si vous le voulez bien, et cette autonomie passe effectivement par des compétences accrues, décentralisées, redonnées aux différents échelons, par exemple avec du pouvoir réglementaire donné aux régions. Et puis, il y a aussi la déconcentration. Alors, on peut penser que ce sont des ronds de cuir, des technos qui retrouveront du pouvoir en proximité dans les départements, mais ce n'est pas du tout ça l'intérêt pour les élus locaux. L'intérêt, c'est d'avoir des interlocuteurs qui soient en situation de décider, et que tous les services de l'État, dans une même salle, soient incarnés, présents, avec la capacité de décider et de financer si besoin est. Parce qu'il n'y avait rien de pire, il n'y a rien de pire pour un élu local que d'avoir des interlocuteurs qui renvoient à leur N+1, à la centrale ministérielle, qui expliquent que vous comprenez, c'est trop compliqué, la législation est si bien faite que nous devons en référer à 3 ministères de tutelle avant de pouvoir vous faire part d'une solution, qu'il faudra solliciter l'avis d'un tel, etc. Quelle perte de temps, quelle perte d'énergie, et les élus locaux sur le terrain ont besoin d'avoir des gens opérationnels qui décident, qui financent. C'est ça le phénomène de déconcentration. Mais qu'est-ce que vous allez dire à vos élus, vous qui étiez maire encore il y a peu de temps, que ce n'est pas une défiance vis-à-vis des élus et que ce n'est pas une démarche jacobine que de donner plus de pouvoir à des fonctionnaires territoriaux? Il n'y a rien de pire pour un élu que d'avoir un interlocuteur qui ne donne pas de réponse, d'être dans l'indécision. Et nécessairement, après un temps fou perdu, on arrive généralement à une indécision. Et donc l'élu a besoin de cette opérationnalité. Et en parallèle, il y a ce phénomène de gain d'autonomie, de liberté redonnée au territoire. C'est par exemple l'engagement de n'obliger à aucune restructuration. Il n'y a pas de recomposition en commune nouvelle, en fusion d'intercommunalités, en fusion d'autres échelons, en partage de compétences, si le terrain, les élus de terrain ne le veulent pas. C'est un engagement très clair
du président de la République pour redonner de l'autonomie, que la loi, l'État central, cesse de décider pour ceux qui savent sur le terrain, qui connaissent leur sujet et qui savent mieux que quiconque comment s'organiser. Et puis c'est aussi l'autonomie financière. On a quand même un vrai problème en France, c'est que les collectivités, c'est le fruit de l'histoire, les collectivités locales sont très dépendants aux dotations de l'État. Ce n'est pas un cadeau du contribuable national de l'État aux collectivités, c'est la compensation historique de transfert de compétences, et donc l'État, donnant des charges, a aussi donné des moyens. Et évidemment, il a été facile pour l'État de réduire ces moyens-là. Les dotations aux collectivités ont été trop longtemps, et particulièrement fortement ces dernières années, une variable d'ajustement du budget de l'État. Quand il devait faire des économies, il tapait les collectivités. C'est aussi un transfert de fiscalité. C'est une mesure facile et là aussi, le président de la République s'est engagé et nous portons un certain nombre de réformes et de décisions en ce sens, notamment à travers la future conférence nationale des territoires. Une question de Romain Mazenot de RCF. Alors justement, à propos de fiscalité, Emmanuel Macron a annoncé devant les maires sa volonté de supprimer purement et simplement à terme la taxe d'habitation pour 100% des Français. Par quoi vous allez la remplacer ? Comment on peut être sûr que ce ne sera pas un impôt aussi injuste ou une usine à gaz fiscale ? Parce qu'il y a d'abord une méthode qui est celle de la co-construction et avec ce nouveau quinquennat, une méthode nouvelle s'installe, celle de la co-construction. L'État n'impose plus d'en haut, mais réunit tous les acteurs pour co-décider et construire. C'est le pari de l'intelligence collective qui est fait dans tous les domaines, et notamment sur la question des budgets des collectivités. C'est cette démarche qui est assurée par la Conférence nationale des territoires. Vous évoquez la taxe d'habitation qui, merci de le rappeler, n'est pas supprimée, ne prive pas les territoires de recettes, puisqu'il y a une mécanique de dégrèvement, donc tout est compensé, y compris en dynamique. Aucune commune ne va perdre de recettes avec la réforme qui est engagée. Il y a déjà à peu près 20 à 30% de riverains des différentes communes qui ne paient pas cette taxe d'habitation et l'État paye à leur place. Donc c'est cette dynamique-là qui est poursuivie. Elle est poursuivie parce que la taxe d'habitation est depuis très longtemps dénoncée comme un impôt injuste. Injuste socialement, puisqu'il est indexé sur des critères qui n'ont pas été réévalués, qui ne prend pas en compte la réalité des revenus des familles. Et puis, il est injuste territorialement. On paye beaucoup plus de taxes d'habitation dans un petit village qui n'offre pas de services publics que dans une ville-centre qui offre une multitude de services publics. Donc ça pose ce problème double de l'inéquité sociale et de l'inéquité entre les différentes collectivités. Et donc il y a ce besoin de réforme. Et l'idée est tout simplement de substituer à cette taxe d'habitation, à la fin d'un process de réflexion collectif, une fiscalité locale qui soit juste, pérenne, qui donne de la lisibilité au territoire, qui conserve ce lien entre l'habitant et sa collectivité, qui est absolument essentiel, et qui soit plus juste et qui redonne de l'autonomie aussi, qui fasse baisser la dépendance des collectivités. C'est le pouvoir, ça fait partie de la décentralisation, redonner la maîtrise de ses recettes sans dépendre de décisions arbitraires de l'État. C'est cette dynamique-là qui est enclenchée. Donc je ne sais pas aujourd'hui dire quel sera l'impôt nouveau. Ce que je sais, c'est qu'il sera le fruit d'un travail collectif prenant en compte la réalité des attentes et des besoins des territoires. Laurent de Boissieu de la Croix, une question. Emmanuel Macron a été élu en mettant en avant l'idée qu'il allait réformer les choses. Il y a justement un sujet sur les côtés locales où il y a plusieurs propositions qui sont débattues et sans être vraiment tranchées. C'est ce qu'on appelle le millefeuille territorial français, c'est-à-dire le nombre d'échelons qui existent. Est-ce que là, Emmanuel Macron ne manque pas un rendez-vous en ne tranchant pas cette question qui va forcément revenir un jour de nouveau dans le débat politique ? C'est un vrai choix politique qui a été fait par le président de la République et auquel j'adhère pleinement. Est-ce que nous devons enclencher une conférence nationale des territoires en se disant nous travaillons tous comme des damnés pendant 5 ans pour réorganiser nos territoires, nos institutions, bouleverser toutes les compétences,
Et pendant 5 ans, nous ne faisons que ça. Nous passons nos journées en ce qu'on appelle des CLECT, des commissions locales d'évaluation de charges et de transferts. Nous comptons les réverbères, nous réorganisons tout, nous fusionnons. Et pendant ce temps-là, nous ne faisons pas le travail. Ou est-ce que nous disons, nous avons des missions à accomplir ensemble, elles sont claires, des objectifs à atteindre. Je prends l'exemple de l'Île-de-France, parce qu'il va y avoir un sujet sur le Grand Paris. Concentrons-nous sur les investissements dont l'Île-de-France a besoin en matière de transport, de routes, d'équipements structurants, générateurs d'emplois, de valeur, de croissance, plutôt qu'en travail off sur des sujets institutionnels. Et assez vraisemblablement, la conférence du Grand Paris aboutira à quelque chose d'intermédiaire qui priorisera, je le souhaite, qui priorisera l'utilité, l'action collective opérationnelle avec des cofinancements, un travail commun sur des sujets précis pour le quotidien des Français, pour la création de valeur et d'emplois, et puis sans doute avec un petit effet parce que sur l'organisation institutionnelle, parce qu'en Île-de-France, on a quand même une singularité avec les dernières lois qui est d'avoir ajouté un échelon supplémentaire qui est la métropole. Donc il y a un vrai sujet d'harmonisation région-métropole et de simplification et au moins de suppression d'un échelon. Une question de Louis Dauphren de Radio Notre-Dame. Oui. Il y a une chose vue de l'extérieur qui est quand même un petit peu curieuse, c'est-à-dire qu'il y a une sorte de paradoxe. D'un côté, il y a une demande sociale très forte de l'administré qui se plaint de vivre dans une société paupérisée. Et puis de l'autre, on s'aperçoit qu'il y a quand même énormément de prélèvements en France, qu'il y a un millefeuille, on en parlait à l'instant, qui est largement illisible. Et on ne sait pas très bien où va l'argent de ce point de vue-là, parce qu'il y a beaucoup d'argent qui circule, d'argent public qui circule. Est-ce qu'il y a des économies à faire dans le système actuel ? Où est-ce qu'elles sont ? Où est-ce qu'elles sont à faire ? Parce que c'est entre une demande sociale forte et puis en même temps un taux de prélèvement très très fort. Normalement, il devrait y avoir une richesse abondante qui coule sur l'ensemble du territoire. Arnaud de Bellonnet, sénateur. On devrait être inondé de richesse dans ce pays. Mais nous sommes inondés de richesse. La question, mais où est-elle ? L'efficience des moyens, est-ce qu'on en fait et est-ce que ces moyens sont utilement employés ? Exactement. Et déjà, il faut y voir clair sur les recettes propres à chaque échelon, ce qui n'est pas le cas aujourd'hui. Nous avons 350 taxes différentes, je crois, en France, avec au moins 500 niches fiscales en parallèle. Tout ça est d'une complexité inouïe. Et à chaque échelon, on n'a pas cette visibilité sur les recettes. Donc c'est un vrai problème pour les acteurs publics. Et il y a un sujet d'économie. Nous devons faire face à l'insoutenabilité de la dépense publique. Nous savons tous maintenant, aujourd'hui, nous avons conscience que nous empruntons à l'échelon national pour financer notre fonctionnement et que tout cela ne peut pas durer très longtemps. Les collectivités, elles, en revanche, équilibrent toujours leur budget chaque année. Elles n'ont pas cette problématique forte. Mais nous devons faire des économies, réduire la part de dépenses publiques. Les collectivités se sont restructurées sous la contrainte, à force de prélèvements de l'État. Les collectivités qui avaient la capacité à faire quelques gains d'efficience les ont fait. Celles qui n'en avaient plus parce qu'elles étaient très bien gérées ont dû se priver de quelques actions et évidemment parfois augmenter leurs impôts. Et aujourd'hui, ce qui est nouveau, c'est que l'État dit aux collectivités, l'État va faire lui aussi sa part d'économie. Assumer et ne plus s'en remettre qu'à vous. Et ce sont toutes ces restructurations qui sont envisagées, qui font l'objet là aussi d'un travail de co-construction avec des orientations assez claires, mais c'est le Forum de l'action publique 2022 qui est lancé, qui va aboutir à quelques conclusions vraisemblablement au premier trimestre 2018. Et c'est le sujet de la restructuration des services de l'État. Puisqu'on parle des collectivités, elles passent par exemple par la réorganisation des interlocuteurs des collectivités auprès de l'État avec cette agence régionale qui va permettre de réunir tous les services de l'État pour avoir un seul interlocuteur et réduire la démultiplication des structures d'État. Cette réorganisation fait l'objet d'une concertation qui est lancée. Et oui, il y a des gisements d'économie. Mais les services du préfet, ça ne faisait pas office d'agence, non ? Le service du préfet le préfet, dans chaque département, a besoin d'en référer à la centrale qui dispose des moyens, de la décision. L'État est multiforme et donc
le préfet ne disposait pas des compétences internes et avait besoin de réunir l'ensemble des acteurs des différentes centrales à ses côtés pour pouvoir apporter des réponses efficaces et rapides. Pardon. Une question de Romain Mazenot de RCF. Romain, une question. Oui, la réforme des institutions, est-ce qu'elle pourra encore passer par voie parlementaire compte tenu du résultat des sénatoriales? Je rappelle qu'il y a la limitation du cumul des mandats dans le temps notamment. Ou est-ce que ça doit passer par référendum? Quelle est votre préférence? Mais de quelle réforme des institutions est-ce qu'on parle? Il y a la proportionnelle, il y a la limitation du cumul de mandats dans le temps. La baisse du nombre parlementaire. Ah oui, oui. Parce que s'agissant des institutions locales, pas de réforme, pas de grand Big Bang territorial, ça on a bien compris. Et pour les élus, ça concernera les élus locaux aussi. Voilà. En revanche, effectivement, il y a quelques réformes constitutionnelles qui sont envisagées, et notamment sur le cumul de la loi dans le temps, et qui demandera la majorité des 3/5 au Parlement, avec l'idée de limiter à 3 mandats à partir des prochaines échéances locales. Est-ce qu'il y aura une majorité sur le papier? Aujourd'hui, il n'y en a pas. Mais c'est aussi tout le sens de la démarche que porte le président de la République et qui me convient très bien. C'est de trouver des majorités de projets, de faire appel à ce pragmatisme. Et on est parfois, comme on le fait localement dans chacune de nos communes, en devoir nationalement de ne pas s'opposer à des réformes utiles, pragmatiques, de bon sens, parce qu'on n'est pas dans le bon camp. Et moi, j'espère qu'au Sénat, pour être très clair. Est-ce que vous êtes prêt, est-ce que vous seriez favorable à en appeler à la population, donc à faire trancher le peuple par référendum sur une question comme celle-là? Qu'est-ce que vous en pensez? C'est une prérogative, une décision qui appartient au président de la République. On vous demande votre avis. Vous êtes notre invité. J'espère que la majorité sénatoriale accompagnera les objectifs pragmatiques, intelligents, qui sont portés par la réforme de la Constitution et qu'elle soutiendra, quitte à amender marginalement, mais qu'elle soutiendra cette réforme. À défaut, effectivement, le président de la République pourra solliciter l'avis des Français, ce qui est très sain, mais si les institutions peuvent jouer leur rôle, c'est toujours préférable. Une question de Laurent de Boissieu, de la Croix. Cela ne nécessite pas forcément une révision constitutionnelle, mais en tous les cas, c'est une vraie question institutionnelle. Est-ce que, et quelle surtout, vous êtes issu d'une famille politique, l'UDF, qui a toujours défendu l'idée de la proportionnelle législative, est-ce que vous confirmez que ce sera, que vous espérez que ce soit bien dans le projet, et quelle serait la dose de proportionnelle qui vous paraîtrait souhaitable? Il y a déjà un sujet sur les européennes, avec le retour à un scrutin national, ce qui permet de faire du sujet européen un vrai enjeu, ce qu'il est, un vrai enjeu national. Et puis, la représentation de chaque parti politique dans chacune des assemblées est importante. Évidemment, le Sénat représente davantage les territoires, donc il y a ce filtre territorial. En revanche, à l'Assemblée, il serait sain que chaque parti soit représenté. Il y a cette fonction tribunicienne des partis. Et même si je le combats au quotidien, je souhaite que le Front National soit représenté, que l'extrême gauche davantage, et que l'extrême gauche soit représentée aussi. Donc la proportionnelle, si elle doit être envisagée, mérite d'être défendue, en effet, aux législatives, pour les prochaines législatives, à mon avis. Combien de députés pourraient être élus à la proportionnelle, selon vous? Je n'ai pas fait ce type de calcul-là. Mais ce que je constate, c'est que les réformes envisagées, pour la première fois, ne reposent pas sur des calculs politiciens et partisans. Quand on parle de la réforme des européennes, La République En Marche, le mouvement La République En Marche, a très peu d'élus locaux, et donc ça l'arrange d'avoir une liste nationale plutôt qu'une liste régionale. Eh bien justement, pas du tout. La République En Marche a intérêt au scrutin régional plutôt que national pour les européennes. Il y aurait beaucoup plus d'élus
par le jeu de la prime à ceux qui arriveraient en tête ou qui auraient un nombre de voix assez important, il y a beaucoup plus d'élus en scrutin régional qu'en scrutin national. Et ce que je constate, c'est que c'est l'intérêt de la nation qui prévaut, c'est de faire de ce scrutin européen un vrai enjeu national et pas un petit calcul politicien. Merci Arnaud de Bellonnet. Nous marquons une première pause dans ce Face aux chrétiens et nous nous retrouverons dans un très court instant pour prolonger avec notre invité. À tout de suite. Deuxième partie de notre rendez-vous Face aux chrétiens, rendez-vous hebdomadaire avec La Croix, avec Radio Notre-Dame et puis le réseau des radios RCF. Nous accueillons aujourd'hui un jeune sénateur, jeune parce que généralement les sénateurs sont plutôt âgés, mais il y a des jeunes et c'est Arnaud de Bellonnet, 42 ans, tout jeune sénateur donc aux dernières sénatoriales. Il est interrogé par 3 journalistes, Laurent de Boissieu de La Croix, Louis Dauphren de Radio Notre-Dame et Romain Masneau de RCF. Alors on va parler justement de son parti, La République En Marche. Alors lui, il a commencé à l'UDF, il est passé à l'UMP, le voilà à La République En Marche. Donc vous allez nous parler de La République En Marche. Dites-moi, il y a eu des sénatoriales tout récemment. Il y avait, si les comptes sont bons, 29 sénateurs LRM, et puis il n'y en a plus que 21. Qu'est-ce qui s'est passé? La cote du président Macron a chuté si vite? Non, la cote du président de la République a encore augmenté d'ailleurs. Pas au sénatorial. Ces jours-ci, avec 46% de sympathie. Ça, c'est dans les sondages. Avec un gain de 4 points. Oui, mais c'est une dynamique assez lourde. Alors, il ne faut pas préjuger de l'avenir, mais il faut que les résultats soient au rendez-vous et nous travaillons tous à cet objectif. Mais qu'est-ce qui s'est passé au sénatorial? Dites-nous. Structurellement, c'est très simple. Structurellement, les élus qui l'ont été en 2014, dans le cadre d'une grande vague bleue, étaient issus d'LR, ont été élus sous une étiquette LR ou centriste, UDI ou PS. Et puis les scrutins suivants, notamment les départementales et les régionales, ont conforté cette vague bleue. Donc l'électorat des sénateurs était très à droite ou à gauche, PS, LR et UDI. Donc structurellement, il n'y avait pas aucune place pour élire des sénateurs En Marche, il n'y avait pas d'électeurs En Marche. Donc c'est bien évidemment sur des équations personnelles et sur des dynamiques plus marginales que se sont faites les élections sénatoriales pour En Marche. Mais dans mon département, il y a 6 sénateurs qui ont été élus en septembre dernier. Nous sommes 2 élus sur la liste En Marche et Centre Droit avec Colette Mello. Donc ce n'est pas un mauvais résultat, 2 sur 6, c'est plutôt pas mal. Quand on nous annonçait 5 élus LR et 1 PS, nous avons eu 2 élus. Donc cette dynamique est néanmoins réelle, mais ce qui me semble important, c'est de redire ce qu'est la dynamique d'En Marche. Vous disiez, j'étais à l'UDF, j'étais à l'UMP, et je suis aujourd'hui adhérent de La République En Marche. J'ai toujours été du centre droit. Je le suis resté. L'UDF a disparu. L'UMP me convenait très bien quand je l'ai rejoint à la fin des années 2000. Et puis l'UMP s'est fortement droitisé, une buissonnisation. Je ne me retrouvais plus dans ce qu'était devenu l'UMP, un peu croupionnisé. On verra ce que fait Laurent Wauquiez demain. Mais je ne me retrouvais plus dans cette logique européenne, modérée, s'en remettant à la responsabilité individuelle, à la liberté qui faisait le corpus idéologique du centre droit. Je retrouve cette volonté d'agir, parce que finalement nous sommes élus uniquement pour ça, pour faire en sorte que chacun puisse, quel que soit son âge, grandir, s'épanouir, prendre sa place et apporter quelque chose, fasse fructifier ses talents et apporte quelque chose à ses voisins et à la société. Nous sommes là pour ça. Et c'est l'esprit de La République En Marche. C'est Laurent de Boissieu qui vous pose la question. Laurent de Boissieu de La Croix. Alors, La République En Marche, en même temps à droite, en même temps à gauche. Vous-même, vous venez du centre droit. Mais si on regarde l'organigramme et les grandes têtes d'En Marche, le président du groupe à l'Assemblée nationale vient du PS. Le président du groupe au Sénat vient du PS. Le numéro 1 du parti vient du PS. Finalement, est-ce qu'En Marche, c'est pas
un parti centre-gauche qui a pris une partie centre-droit avec des gens comme vous, mais que structurellement, c'est un parti qui est quand même dans le tropisme et quand même à gauche. Emmanuel Macron a appelé toutes les bonnes volontés à venir travailler, à dépasser son cadre partisan et à venir travailler pour que les réformes qui sont nécessaires au pays, qu'on attend depuis au moins 40 ans, soient enfin prises, avec un souci d'efficacité et de pragmatisme. Nous sommes un peu dans la situation, toutes choses égales par ailleurs, de 58. Nous bouleversons tous les clivages traditionnels, nous prenons les réformes, chacun a été appelé. Effectivement, l'adhésion a été dans un premier temps, a trouvé plus d'écho dans un premier temps à gauche. La réalité, c'est que nous sommes aussi quelques-uns à venir du centre droit, avoir rejoint cette dynamique et avoir apporté nos compétences à ces objectifs. Il y a un certain nombre de ministres du gouvernement et certains amis marcheurs qui sont issus de la gauche trouvent que tout cela est assez équilibré quand ils entendent Gérald Darmanin, le ministre Lecornu, ou évidemment Bruno Le Maire, ou le Premier ministre, qui, eux, viennent de la droite, d'une droite modérée, centriste, mais qui viennent bien de la droite. Donc finalement, l'équation est assez réussie, et nous avons une dynamique qui réunit toutes les bonnes volontés au service d'un projet de transformation du pays. Une question de Romain Mazneau de RCF. Alors si le clivage gauche-droite, comme le dit Emmanuel Macron et comme vous semblez le dire, est dépassé aujourd'hui, autour de quels thèmes vont se structurer les clivages politiques désormais ? L'Europe, le libéralisme je ne renie pas ce que je suis. Je reste un homme de centre-droit et je travaille chaque jour avec des gens qui ont une culture de gauche. Nous n'avons pas tout à fait le même champ lexical. C'est une question de champ lexical, alors. Non, mais nous n'avons pas la même culture idéologique, nous n'avons pas les mêmes itinéraires sociaux, nous n'avons pas les mêmes références. Et pourtant, sur les grands enjeux du pays, nous sommes capables de répondre concrètement, avec bon sens, aux différents dossiers. Nous mettons de côté simplement le jeu de clan. Il est tellement courant que les uns s'opposent parce qu'ils font partie du clan adverse, alors que parfois ils pensent exactement la même chose. C'est cette capacité à dépasser le jeu de clan complètement artificiel qui sclérose le pays depuis des années, qui est proposé là. Ce n'est pas un reniement personnel, ce n'est pas la fin de l'idéologie des uns et des autres, c'est simplement, pour un temps, en 58, ça a duré 10 ans. On verra combien de temps cette séquence politique dure. Pour un temps, les uns et les autres, de bonne volonté, sont capables de s'affranchir de tout jeu politicien pour être utiles ensemble au pays. Et finalement, vous écoutez, Marine Le Pen avait raison quand elle parlait du NPS, parce que vous dites, en gros, on pouvait travailler ensemble parce qu'il y avait des clans différents et des histoires différentes, mais sur le fond, on peut travailler ensemble. Oui, on peut, et nous travaillons ensemble. Quand vous regardez les mesures qui ont été, les réformes qui ont été lancées depuis 6 mois, il n'y a jamais eu un tel travail que depuis 58. C'est quand même assez impressionnant de voir tout ce qui a été... François Mitterrand, il y avait quand même beaucoup de réformes qui ont été lancées en 80, 82, 83. Oui, mais structurelles. Avec cette dynamique de co-construction, on est quand même loin des années 80. Le modèle social est en pleine refonte. Les ordonnances droit du travail ont été signées et sont opérationnelles dans quelques jours. Elles ont été ratifiées. C'est tout le modèle social qui fait l'objet d'un travail. Les retraites, la formation continue, l'apprentissage. Tout ça pour protéger les Français d'une part et leur permettre de s'adapter aux mutations du pays, notamment aux mutations économiques et structurelles. On commence à peine, sous ce quinquennat, à évoquer l'intelligence artificielle. Les mutations technologiques vont bouleverser l'économie. Dans 10 ans, un emploi sur 5 n'existe pas aujourd'hui. Un sur 5 dans 10 ans n'existe pas encore et on ne sait pas quel il sera. La moitié des emplois auront connu un bouleversement et une mutation. Il nous faut nous adapter, nous former pour pouvoir être au rendez-vous de ces mutations. Ce sont des mutations lourdes et c'est ce travail que la réunion permet, la réunion des bonnes volontés qui est enclenchée parce que des majorités se dégagent enfin en mettant de côté les freins idéologiques.
Une question de Louis Dauphren de Radio Notre-Dame. Oui. Alors, les uns et les autres, hein, comme dans un film de Lelouch, on se jette dans les bras l'un de l'autre. C'est un peu un discours quand même, peut-être... je ne sais pas si c'est destiné à enfumer l'opinion, mais on a le sentiment que la co-construction, tout ça, il y a tout un vocabulaire qui s'est instauré, qui est un petit peu paralysant, qui englue la compréhension du monde politique, et que finalement l'intérêt d'Emmanuel Macron, c'est de favoriser d'un côté la France insoumise et de l'autre le FN, pour garder cet empattement considérable sur le milieu politique, la droite, la gauche, tout le monde se retrouve finalement un peu chez lui. Alors Enfin, la question voilà. de Louis. Alors ma question, c'est sur quel, puisque vous ne reniez pas votre itinéraire, sur quoi seriez-vous prêt à voter contre votre parti ? Sur quel sujet ne feriez-vous aucune concession ? Sur des alors, j'ai été élu maire pendant une douzaine d'années. Donc il y a des sujets qui concernent les collectivités sur lesquels je pense que le Sénat a une vraie plus-value. Nous savons ici que près de 8 textes sur 10 sont enrichis par le Sénat, qui a cette capacité à mener un vrai travail de fond, puisqu'il est moins soumis à la pression médiatique et à l'urgence du moment. La question de Louis était simple. Mais sur quel thème vous ne céderiez pas ? Eh ben, j'y venais. Je me suis par exemple opposé à un ministre du gouvernement la semaine dernière, puisque l'Assemblée nationale avait introduit une disposition qui envisageait de prévoir des modalités des critères d'attribution de places en crèche, ce qui appartient aux communes, avec des sanctions par les financements, à travers les financements de la CAF, si les critères des communes retenus pour attribuer les places en crèche n'étaient pas les bons. Et les élus locaux savent faire. Qu'il y ait une évaluation des critères d'attribution ne me choque absolument pas. Qu'il y ait des sanctions me choque parce que nous sommes dans une logique de confiance retrouvée entre l'État et les collectivités, avec donc une logique d'autonomie pour les collectivités et évidemment cette responsabilité qui va avec. Il n'y a pas de clivage idéologique quand on parle de libérer l'énergie des entreprises, de simplifier la relation à l'administration, de réduire la dépense publique, d'offrir un service public plus optimisé. Quand on parle du plan croissance, quand on parle du plan étudiant, pourquoi s'opposer ? Quand on évoque la sélection à l'université qui se fait aujourd'hui par le fruit du hasard sur des critères totalement objectifs et des bacheliers méritants avec mention très bien se retrouvent sans place à l'université. Les projets menés par le ministre Blanquer répondent de manière pragmatique. Il n'y a pas là d'idéologie. Pourquoi vouloir systématiquement polluer parce qu'on vient de la gauche ou parce qu'on vient de la droite ? Très concrètement, Laurent de Boissieu. L'hiérarchie des normes, c'était un principe fondateur du modèle social français. Dire que la loi primait sur l'accord de branche, qui primait sur l'accord d'entreprise. Certes, ça a été écorné dès le quinquennat précédent. Mais vous l'avez rompu dessus. C'est une rupture libérale avec le consensus démocrate chrétien, gaulliste et social-démocrate de la libération. Donc là, comme une rupture idéologique, c'est facile de dire, ce n'est pas idéologique, on est pragmatique, on réforme. Mais qualifions ces réformes. Concrètement, vous faites en effet les réformes que les libéraux demandent depuis 40 ans. Seulement, les libéraux n'étaient pas majoritaires. Mais assumez aussi qu'il y a un côté idéologique dans ce que vous faites. Oui, mais il y a clairement, en matière économique, une liberté redonnée. Elle me convient très bien. Est-ce qu'il est malsain qu'un chef d'entreprise d'une petite PME puisse discuter avec quelqu'un qui n'est pas habilité par un syndicat ou qui n'est pas élu ? Il lui faut un interlocuteur, il lui faut le dialogue social. Sauf que le salarié dans sa PME, il était protégé par la loi, il sera moins protégé face à un chef d'entreprise. Est-ce qu'il est d'une idéologie ultralibérale de permettre un débat au sein d'une entreprise entre gens qui ont à travailler ensemble ? Est-ce qu'il est d'une idéologie libérale de reposer la question et d'enclencher un débat sur un meilleur partage du fruit de la richesse créée entre les détenteurs du capital et ceux qui détiennent leur travail. Est-ce qu'il y a une idéologie là-dedans ? Oui, quand vous mettez une taxe sur la taxation du capital en disant que le capital sera moins taxé que le travail, c'est un choix idéologique. Ah oui, c'est un choix idéologique. Oui, mais
Oui. D'un côté, sur les deux exemples donnés, vous avez une idéologie qui relève plutôt de la droite et une idéologie qui vient plutôt de la gauche. Laquelle ? Celle de mieux répartir le fruit de la valeur créée, mieux répartir la valeur créée, pardon, entre les salariés et les détenteurs du capital. Elle diminue la taxation de l'épargne, donc plutôt des gens fortunés qui ont une propension marginale à épargner forte par rapport aux salariés. J'évoquais simplement au sein de l'entreprise une meilleure répartition avec les salariés et une récompense plus forte du travail au sein de l'entreprise. C'est un chantier qui est ouvert, qui est enclenché. Ça vient de la gauche, mais c'est une bonne mesure. C'est pragmatique, socialement, c'est exactement ce dont on a besoin. Et à l'inverse, il serait plutôt libéral et historiquement de droite que de permettre qu'un chef d'entreprise puisse discuter en s'affranchissant des contraintes, des rigidités, des règles de la représentation syndicale, quand on sait qu'il y a 4% des délégués syndicaux dans les entreprises. Donc, finalement, on est bien dans le pragmatisme et on s'affranchit de ces frontières idéologiques pour prendre, à chaque fois que c'est utile au pays, que ça crée de la cohésion, que ça nous permet d'avancer, prendre à droite ou à gauche. Ça me convient très bien. Une question de Romain Mazenot de RCF. Oui, quand vous rencontrez des élus LR ou UDI qui viennent de se rassembler dans le nouveau parti Agir la droite constructive, qu'est-ce que vous leur dites? Est-ce qu'il y a vraiment un espace politique entre LREM et la droite classique? Venant du centre droit, j'ai fait le choix d'aller jusqu'au sein. Donc vous pensez qu'il n'y a pas d'espace, clairement? Donc j'ai fait le choix d'aller au bout de la logique, mais j'avais cette liberté de pouvoir le faire. Il y en a qui sont encore au milieu du guet, qui hésitent. Je comprends très bien que certains aient besoin d'un sas. Agir, mené par Franck Riester, occupe un espace peut-être pas idéologique, mais certainement politique qui est nécessaire aujourd'hui. Et il s'inscrit dans une dynamique constructive. Il est partenaire du parti présidentiel et il accompagne les réformes avec parfois un regard. Il était, par exemple, il s'est mis un peu en retrait sur la CSG. Il aurait préféré davantage de réformes. Bon, il faut des compromis et ce mouvement-là était capable de le faire. Je préfère ça à un certain nombre d'amis du centre droit qui sont tout à fait d'accord avec les mesures et les réformes engagées, mais qui, parce qu'ils restent au sein des LR, s'opposent et défendent cette logique de clan contre le bon sens parfois. Merci de ces réponses qui étaient parfois animées, le débat était animé, merci. Nous marquons une deuxième pause dans ce Face aux chrétiens et nous nous retrouvons avec vous, Arnaud de Bellonnet, dans un très court instant. À tout de suite. On se retrouve pour cette troisième et dernière partie de Face aux chrétiens avec notre invité Arnaud de Bellonnet qui est sénateur de Seine-et-Marne et qui est interrogé par trois journalistes, Laurent de Boissieu de La Croix, Louis Dauphren de Radio Notre-Dame et Romain Mazenot de RCF. Alors, monsieur de Bellonnet est La République en marche. Alors, on va l'interroger maintenant sur les questions de société. On va commencer par une question sur l'écologie. Alors, sur le glyphosate, on a entendu la position de l'Europe, une autorisation encore pendant 5 ans. On a entendu la position de la France, autorisation pendant 3 ans. Alors, on ne comprend plus. On ne comprend plus ce que va faire la France après, au bout de 3 ans. Alors, elle sort de l'Europe, elle se met en indisposition par rapport à l'Europe ou comment ça va se passer? Dites-nous, expliquez-nous. La France, comme tous les autres pays du monde, est confrontée au défi de la transition énergétique et de la transition écologique. Nous ne pouvons pas continuer à fonctionner à l'échelle de la planète comme aujourd'hui, nous le savons. Et la France porte ce message à l'échelon européen. L'exemple du glyphosate permet de voir que la voie de cette transition a été portée. Il y a eu un préaccord à l'échelon européen, un compromis. Les Allemands ont été un peu défaillants. Est-ce que l'achat de Monsanto par un groupe allemand, Bayer, je crois, a joué? Peut-être. Il y a peut-être ce pragmatisme, là aussi, défense à court terme. France, hein. Mais voilà, nous voyons que la France porte ce sujet à l'échelon européen et il y a un vrai sujet d'interdiction du glyphosate
qui est reconnu comme polluant, même s'il y a un débat par la plupart des scientifiques sérieux. Et il y a un vrai sujet d'accompagnement de temps pour trouver les alternatives. Là aussi, un certain pragmatisme. Il faut donner du temps pour que l'industrie soit capable de produire ces outils, ces produits alternatifs au glyphosate et plus durables. Mais le vrai sujet de l'agriculture, on nous dit vous créez une distorsion de concurrence entre l'agriculture française à 3 ans ou à échéance de cette alternative. Le vrai sujet, c'est que dans les pays de l'Est, le coût de production est bien faible, qu'on intègre ou pas le glyphosate. Et donc il y a un vrai sujet de construction européenne, de montée en puissance d'un certain nombre de nos partenaires européens, de façon à ce que la distorsion n'existe plus en Europe. Le vrai sujet... Vous n'avez pas répondu à ma question. Que va faire la France dans 3 ans ? Est-ce qu'elle se met à l'écart de l'Europe ou est-ce qu'elle joue tout seule, elle joue solo? Qu'est-ce qui va se passer dans 3 ans? C'était ça ma question. Mais il faut bien qu'une voix porte pour que les sujets avancent. C'est le choix de la France sur cet exemple précis. Donc si dans 3 ans, ce qui est annoncé, c'est que si dans 3 ans, le glyphosate a une alternative opérationnelle, viable, raisonnablement coûteuse, le glyphosate sera interdit. Il sera interdit à 5 ans ou davantage dans les autres pays européens. Nous aurons un coup d'avance. Moi, je serais fier que mon pays porte et pris d'avance sur les autres et porte la dynamique en matière de protection de l'environnement parce que c'est absolument salvateur et nécessaire et que nous devons assumer cette transition écologique. Louis Dauphren de Radio Notre-Dame. Il y a des sujets qui étaient présents pendant la campagne présidentielle, je pense à la question du terrorisme, des migrations, etc., des sujets identitaires qu'on a l'impression de ne plus du tout retrouver aujourd'hui, ou sur lesquels il n'y a pas tellement de paroles. Vous voyez, depuis qu'on parle, on parle essentiellement de réformes institutionnelles, d'aménagement, de pragmatisme, comme si ce qui mobilise quand même une partie de l'opinion et qui a expliqué la présence du Front National au second tour avait disparu des radars. C'est vrai ou pas ? Je ne partage pas le postulat que la présence du Front National au second tour est liée exclusivement à des sujets identitaires, d'immigration, mais plutôt à des sujets économiques et plutôt au fait que la plupart des Français ne se voyaient pas confiants pour l'avenir de leurs enfants, l'emploi de leurs enfants. On était plutôt sur des sujets sociaux et puis aussi avec sans doute le sentiment que les partis politiques n'étaient plus en capacité de prendre les décisions nécessaires au pays. Je pense que c'est ça qui a porté le Front National au second tour. Quoi qu'il en soit, en matière de sécurité, la loi sécurité intérieure a été adoptée par les 2 assemblées, elle est mise en œuvre, elle permet de sortir de l'état d'urgence et d'adapter nos moyens des différents services de sécurité et en termes de procédure, à la réalité de l'enjeu. Ce que je constate, c'est qu'en matière d'immigration, le président de la République, en Afrique ces jours-ci, a proposé un certain nombre de mesures très concrètes et très opérationnelles pour prendre en charge le flux de migrants, quelle que soit la cause de leur migration, économique ou politique, avec des vraies propositions de réformes et d'actions concrètes, opérationnelles et financées. Par exemple, sur les visas, sur quoi ? Pardon ? Par exemple ? Le président de la République, hier, alors ce n'est pas le sujet que je maîtrise le mieux, mais a proposé aux pays africains une prise en charge des migrants, des dispositifs de lutte contre les trafiquants et les auteurs des différents trafics, puisqu'il y a aussi un sujet de banditisme derrière ces migrations, ou de traite d'un certain nombre notamment nigérianes. Donc, des mesures concrètes avec des propositions de financement qui ont été avancées et qui vont sans doute être débattues lors du Conseil africain. Et puis, ce que je constate aussi, c'est que les engagements et ces propositions faites par le président de la République l'ont été après une concertation de membres de la société civile. Il y a une sorte de conseil pour l'Afrique auprès du président de la République, une dizaine de membres de la société civile qui accompagnent et qui ont rendez-vous dans le temps pour suivre le respect des engagements ou le sort réservé aux propositions faites par le président de la République. Quand on parle de co-construction, de pragmatisme et de réunion des énergies, on est là dans l'opérationnel.
Voilà, on va poser une question et c'est Romain Mazenot de RCF qui vous la pose. Les lois de bioéthique vont être revues l'an prochain. D'abord, une double question. Est-ce que vous comprenez la volonté de l'Église de faire entendre sa voix dans ces débats, d'appeler à la prudence? Et quelle est votre position en particulier sur la PMA et sur la fin de vie, sur peut-être le suicide assisté qui se prépare? Les derniers papes, et je crois depuis Pie XII, ont des positions assez constantes, renforcées et de plus en plus affirmées sur la transition écologique, avec pape François plus récemment, mais aussi sur ces sujets-là. Sur la PMA, finalement, ce qui est souhaité, c'est d'éviter la marchandisation. On sait qu'il y a une pratique, on sait qu'il y a un commerce qui est développé, qu'il y a un marché. Donc le sujet, c'est d'éviter le développement de ce marché. C'est très différent pour la GPA, où là, le sujet serait d'encadrer la marchandisation du corps. Donc à titre personnel, j'ai aucune difficulté à rendre possible la PMA pour des couples homosexuels de femmes, puisque c'est ça le sujet, ou quelques femmes seules. Donc on est quand même à l'échelle de la société très à la marge. À l'inverse, ma position personnelle est beaucoup plus farouchement hostile à la GPA. On n'est plus du tout sur le même champ. On change complètement et sur le suicide assisté qu'évoquait Romain Mazenot de RCF. Oui. Est-ce que la loi Leonetti-Claes ne suffisait pas? C'est un peu la question que déjà posait. Très loin, cette loi. Ouais. Cette loi va assez loin, parce qu'il faut peut-être rappeler qu'elle donne un droit à la sédation profonde pour éviter et continue jusqu'au décès, et qu'elle intègre, ce qui n'était pas dans la loi Leonetti de 2005, les choses se font pas à pas, et qu'elle intègre les directives anticipées, ce qui permet à chacun de dire de quelle manière il veut être traité en fin de vie. Il y a deux choses qui méritent deux questions qui méritent d'être posées. La première, c'est cette loi est-elle appliquée? On va finalement, en pratique, et c'est sans doute le problème, si elle était appliquée, on réglerait 90 ou 95% des sujets. Mais est-ce qu'elle est vraiment appliquée? On voit bien qu'il y a un certain nombre de réticences, parce que la culture française est plutôt à lutter contre la maladie, historiquement. C'est la culture de notre corps médical, de ceux qui se consacrent aux soins. Elle pose ce qui est beaucoup plus marginal. La loi Leonetti de 2015 n'a pas réglé le sujet des souffrances physiques ou psychologiques en fin de vie, lorsqu'on est atteint d'une maladie qui génère une mort certaine et plus ou moins imminente. Et la question mérite d'être posée. Elle est très marginale, mais elle n'est pas réglée par la loi Leonetti. Et c'est l'aide médicalisée à mourir, ce que vous appelez le suicide assisté. Est-ce qu'on a le droit en France aujourd'hui, alors qu'on accompagne et on évite des souffrances à tous nos concitoyens tout au long de leur vie, est-ce qu'on a le droit d'imposer, de refuser à chacun la liberté lorsqu'on se sait condamné et objet de souffrances fortes, physiques et psychologiques, intraitables par le corps médical et par la médecine? Est-ce qu'on a le droit d'imposer cela en fin de vie, ces souffrances en fin de vie à quelques-uns de nos concitoyens, ou est-ce qu'on peut leur permettre de s'en affranchir? C'est la question qui n'est pas traitée, qui était dans le projet Leonetti en 2015, mais qui n'a pas été traitée dans la loi et qui mérite aussi d'être posée. Donc, mise en œuvre effective des soins palliatifs et de l'accompagnement de fin de vie, et puis réponse sur cette question de la souffrance dans un cas très, très particulier. Eh bien, ce sera le mot de la fin de M. Arnaud de Belenet. Merci beaucoup de vos interventions, merci beaucoup de cette prise de parole et de cette opinion, notamment sur la fin de vie. C'est la fin donc de Face aux chrétiens. On se retrouve la semaine prochaine avec un autre invité. Ce sera le président de l'Assemblée nationale, François Rugy, qui viendra répondre aux questions des 3 journalistes de la Croix, de Radio Notre-Dame et de RCF. À la semaine prochaine.